Charlie Hendrix, vous êtes aumônier dans une centrale de la région parisienne. Et Robert Morset, tu viens de publier un livre qui s'appelle Tendre voyou et qui raconte ton expérience. C'est une histoire, on peut dire c'est une histoire con, quoi. Tu étais un mec plutôt sympa. Je le suis toujours, je crois. Ouais, et puis un jour, tu as tiré sur un flic. Ouais, entre autres. Alors comment ça s'est passé? Oh, bah, c'est toute une aventure, si tu veux. Bon, bah, moi, ça a commencé par déjà les orphelinats, la petite délinquance. Et puis ensuite, il y a eu un passage, disons, tranquille de ma vie. Et je suis tombé dans la grande délinquance à un moment où, si tu veux, j'avais des problèmes financiers. Ouais. Bon, j'étais entraîné par quelqu'un, enfin, je ne vais pas te raconter toute l'histoire du bouquin. Ouais, j'ai lu le bouquin, oui, il y a un type qui te dit, dans le fond, si tu as besoin d'argent, on pourrait faire un casse. Voilà. Vous allez faire, à l'époque, tu vis en Allemagne. Je vis en Allemagne. Vous allez faire un casse en France, puis voilà, puis ça se passe mal. Le type te... Ouais, c'est ça. Bah, si le tu type veux, te plante, et puis voilà, en sortant de la banque, tu tires sur un flic, et jusqu'à la fin, d'ailleurs, on ne sait pas si tu l'as tué ou pas tué. Non, parce qu'au départ... Ils te font croire que tu l'as tué. Bah, au départ, non, c'est-à-dire, attends, au départ, quand j'étais en cavale, je me suis mis donc en cavale, je ne savais pas si je l'avais tué. Ouais. Parce que je l'ai vu basculer, bon bah tu sais, on va pas vérifier, puis en plus de ça, il y avait ses collègues qui étaient derrière avec les sulfateuses. Bon bah je me suis cassé, quoi, le plus vite possible. Et puis donc a commencé ma cavale de 6 mois en Allemagne. Ouais. Et puis c'est là que je suis tombé vraiment dans le grand banditisme. Bon bah, au total, j'ai fait 14 soldats, quoi. À la fin, quand je me fais prendre donc par les anti-gangs, c'est en allant embrasser mes gosses, quoi. Parce que bon, bah, on devait faire un fourgon postal, c'était une affaire suicidaire, et puis je croyais pas m'en sortir. Ouais, mais c'était... Tu croyais pas au fourgon postal? Ah non, j'y croyais pas, ouais. J'y croyais pas. Ouais. T'as fait combien d'années de tôle après ça? Bah si tu veux, au total, j'ai pris 18 ans et demi. Hein. J'ai fait donc 9 ans et 3 mois en France. J'ai pris 15 ans d'Assises de Metz. Et j'ai fait donc le reste des 11 années en Allemagne. 11 années? Ouais, ouais. Le reste des 11 années. J'ai fait 11 ans plein. Ouais. J'avais 25 ans. Et quand t'es sorti? Bah 36 piges. Alors comment ça se passe, les prisons? Les prisons, bah, c'est un monde dans un monde. Je crois que tu pourrais mieux en parler que moi, Charlie. Hein. Toi, tu y es depuis des années, hein, les prisons? J'y suis depuis le 1er octobre 83. C'est une centrale. C'est des longues peines. C'est des condamnés à mort graciée, des perpètes, des 20 ans et des 10 ans. C'est assez répressif. D'après ce qu'il dit dans son bouquin, je veux dire, il suffit d'aller en prison pour devenir un vrai truand pour le restant de ses jours. C'est-à-dire, il y a une grande promiscuité, puis il y a une chape de plomb, de silence, qu'il est difficile de percer. Et le sexe en prison, comment ça se passe? Bah, le sexe, tu sais, soit tu es homosexuel, ou soit tu te satisfais toi-même. Bon, moi, je me satisfais moi-même. Mais on n'est pas forcé d'être homosexuel? Non, on n'est pas forcé, mais c'est encouragé aussi. Il y a forcément une obsession sexuelle, parce que c'est une castration. Bah oui, parce que les mecs sont tous enfermés. Exactement. Bon, bah, si tu veux, j'en parle aussi dans mon bouquin. J'étais forcé de planter un mec dans les douches hein, qui voulait avoir quelque chose de moi que je voulais pas lui donner. Dans ton livre, il n'y a pas du tout d'obsession sexuelle. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Alors tu lui as mis un coup de poing? Non, j'avais une pointe, ce qu'on appelle une pointe, hein, une petite pointe, hein, comme beaucoup de détenus en ont dans les longues peines. C'est quoi une pointe? Bah, c'est fait avec une lame, quoi. C'est une lame. Tu l'as menacé avec ça? Non, je l'ai planté carrément. Ah bon? Et t'as pas eu d'histoire? Bah non, parce qu'il n'a pas été mouchardé, et puis ça vaut mieux pour lui, hein, parce que mes copains, quand même, si tu veux, le clan des braqueurs, c'est le clan des braqueurs. Il y a une grande solidarité entre le à l'intérieur d'un clan. Ça serait quoi la solution pour un mec comme toi, si ce n'est de foutre en tôle, là? La solution? Ouais. Oh bah tu sais, la solution, non, c'est-à-dire que tu as un problème quand tu tires sur un flic, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, dans ce cas-là, oui, tu vas me dire la prison et tu... Non, je dis pas que c'est... Non, mais la prison, ça rend les gens encore pire qu'avant. Alors, et les gens qui tirent sur des flics, qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors, je vais te dire, bon, bah, c'est très simple. Tu regardes, par exemple, les prisons en Allemagne, tu regardes les prisons en Suède, en Norvège, au Danemark. Hein, c'est considérer déjà l'être humain comme un être humain. C'est pas lui enlever sa dignité d'homme. Et en France, malheureusement, c'est ce qu'on fait. Il y a moins de criminalité dans ces pays-là. Il y en a moins. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et je vais te dire, il y a pas de... On fait venir, bon, une fois par semaine, les femmes viennent rejoindre leur mari, ils ont des cellules spéciales, ce qui est exact, n'est-ce pas? Ils ont des contacts sexuels tout à fait normaux, et je trouve ça sublime. En France, par contre, on t'enferme, on te prive de tout, on t'insulte, on te brise, on te casse, et puis voilà, et puis après on dit démerde-toi. Alors la deuxième façon de t'en sortir, en dehors de ta rage de vivre, qui a commencé très jeune, c'est quand même la foi, c'est quand même la religion, c'est la prière. Bah, c'est surtout, j'ai beaucoup prié en prison. J'ai découvert, si tu veux, j'ai découvre la foi en tôle. C'est marrant, mais c'est comme ça. Parce qu'en prison, j'étais seul, j'avais plus rien, et j'ai tenté de me raccrocher à quelque chose. Et j'ai trouvé des jambons en les aumôniers, donc protestants. J'étais protestant, donc... en plus de ça, une petite anecdote, c'est qu'au départ, tu sais, quand j'étais en maison d'arrêt, l'aumônier n'avait même pas été prévenu que j'étais arrivé, parce que bon, ça passe par les bricards, tu sais comment c'est. Les brigadiers, on se rappelle les bricards, et... Ils n'aiment pas que tu t'en sortes, ils n'aiment pas que tu aies des petits plaisirs. Alors, ils n'avaient même pas dit à l'aumônier protestant que j'étais là. Et ça s'est fait tout à fait par hasard, j'étais au mitard.
Alors, j'ai fait 2 ans de mitard dans toute ma détention parce que je me suis toujours battu, si tu veux, pour les droits de l'homme en prison. J'étais écrivain public à Metz, tout ça, puis j'ouvrais toujours ma gueule pour les autres, et ce qui fait que moi je plongeais. Mais enfin, ça c'est pas grave, je regrette pas. Alors donc, j'étais au mitard et l'aumônier passait par hasard voir un collègue qui était dans le mitard à côté. Et puis j'entends l'aumônier protestant. Alors moi je tape à la porte et puis il dit oui, je dis ici, moi aussi je suis protestant, venez me voir. J'avais envie de voir quelqu'un, c'est pas marrant. Et en ce temps-là c'était 45 jours le mitard. Maintenant c'est 30 jours je crois. Dans mon temps c'était 45 jours. Et des fois il cumulait, tu vois. Alors il te faisait sortir une journée, il te faisait retomber le lendemain. Ça faisait 90 jours d'affilée, c'était vraiment horrible. Et donc il m'a ouvert la porte et puis voilà, et puis on a parlé, machin. Il m'a dit tu veux une clope? Je dis ouais. C'était interdit, les cigarettes maintenant c'est autorisé, hein, je crois dans les mitards les cigarettes. Vous leur apportez quoi alors, Charlie? Ben moi j'apporte la lecture biblique et je prie avec ceux qui veulent prier. Mais ce n'est le droit d'apporter rien du tout. Non, mais s'il apporte quelque chose, il ne dira pas n'importe comment. Je vais vous dire, monsieur Casalis m'apportait du chocolat, m'apportait des clopes, m'apportait du pain d'épices, tout ça, parce qu'on était bien contents de bouffer. Mais on fouille ma serviette, alors je peux rien apporter. Je peux apporter des livres, je peux donner la Bible. En tant que chrétien, ça vous révolte la façon dont on les traite en prison? J'aimerais qu'on les considère comme des êtres humains, c'est ce que j'essaye de faire, en apportant de la lumière, de l'air pur dans cette prison. Mais il y a l'administration pénitentiaire, il ne faut pas la condamner en bloc. Il y en a qui sont très humains. C'est comme partout. Il y a toutes sortes de surveillants. Mais le problème, c'est que si tu veux, il y a des bons et des mauvais. Comme il dit, je suis d'accord avec lui. Comme il y a des bons et des mauvais flics, comme il y a des bons et des mauvais magistrats. Mais il y a plus de mauvais que de bons. Cette fois que tu as découvert en prison, tu continues à la vivre depuis ta sortie de prison? Ah oui, c'est-à-dire que si tu veux, quand on me parle de la Bible, tout ça, j'ai lu la Bible d'ailleurs une dizaine de fois, tu vois. Je la connais très bien. Le meilleur passage que je préfère, c'est l'Apocalypse. J'adore l'Apocalypse. Ah oui, parce que c'est le passage le plus dur à expliquer. C'est des livres codés, quoi. Exactement, voilà. Écrits sous les persécutions. Voilà, si j'étais toi producteur de cinéma, je ferais un film là-dessus, c'est sublime. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller en prison pour découvrir la foi, finalement. Bah oui. C'est pas automatique. C'est pas automatique, mais enfin, il faut être mal, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont bien, qui découvrent la foi. Tu sais, bon, la première fois que j'étais au militaire, justement à Metz, le bricard, il me dit, tu sais, en prison, on a le droit à 10% de perte, c'est comme à l'armée. Et je croyais que j'allais crever, vraiment, parce que je dis, c'est pas possible, j'étais jamais au militaire de ma vie, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Et je me suis mis à prier, vraiment, tu vois, et bon, j'ai tenu le coup, et puis je m'en sors pas trop mal, hein, dans l'ensemble. Comment ça va alors depuis que tu es sorti? Bah ça va bien, j'écris donc Tendre Voyou, j'ai fini mon 2e livre déjà, il s'appelle Le Tueur, et j'attaque un 3e qui s'appelle Du Suif chez les Malfrats. Alors si tu veux, j'ai une idole dans la littérature, c'est Auguste Le Breton. Mais t'as pas peur en écrivant des livres qui s'appellent Le Tueur de donner la vocation à des mecs qui vont faire après 11 ans de tôle? Bon, j'ai côtoyé ce monde de voyous et de truands, si tu veux, grâce à l'administration française. Alors maintenant, je n'ai plus qu'un seul moyen pour m'en sortir, c'est de continuer à écrire. Robert, tu crois que tu retomberas jamais là? Tu sais, j'habite avenue du Maine et je vais faire souvent un pèlerinage à la santé. C'est-à-dire, je fais le tour de la santé et je respire. Parce qu'il ne faut pas oublier, je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas le droit d'oublier. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.